Salut, c'est Maud avec un E, pour Céramique avec un K. Pour quelques épisodes, Céramique devient une série documentaire intitulée Les Argileuses. Un jour, une jeune élève me dit en atelier « Il y a que des femmes ici !» Et elle n'avait pas tort. Dans ce cours de modelage, il n'y avait que des femmes et des filles. Et après réflexion, je me suis aperçue que c'était le cas également dans la très grande majorité des cours que je donnais. Et puis, les marchés de potiers sont surtout des marchés de potières aujourd'hui. Les CAP tournage ou les promos céramiques des écoles d'art accueillent surtout des étudiantes. Les artistes qui choisissent l'argile comme médium sont très souvent des femmes. Et mes copains céramistes sont d'abord des copines. J'ai voulu partir à la rencontre de ces passionnés de céramique, les écouter raconter leurs histoires et leurs envies, entendre leurs doutes et leurs interrogations et comprendre ce qui les pousse à pratiquer seuls ou en groupe, de manière professionnelle ou en amateur, cet art ancestral. Tous ces témoignages, j'espère, aideront à mieux connaître le monde de la céramique et ses particularités à travers les genres de ses habitants et habitantes. C'est rigolo de revoir ça comme ça. Tu prends 20 ans dans la tronche là. Complètement. Lorsque j'ai débuté mes recherches, je me suis d'abord intéressée à la pratique amateur. C'est elle que je connais le mieux, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, j'encadre des cours de modelage et de sculpture pour adultes. Une des choses que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer des nouvelles personnes et apprendre à les connaître. Et forcément, au fur et à mesure des semaines, voire des années qui passent, il ou elle se dévoile un peu plus. Il et elle me parlent de leur vie de famille, de leur travail, de leurs projets, de leurs déceptions ou de leur bonheur. Et tout ça autour d'un bloc d'argile. Ces ateliers sont un peu comme une enquête sociologique que je mènerai en continu, avec toujours un peu plus de pistes à creuser et à explorer. La pratique artistique amateur a beaucoup souffert ces dernières années. La pandémie a fait pas mal de dégâts pour toutes ces activités culturelles collectives. Mais heureusement, elle reste importante aujourd'hui en France. Urbains ou ruraux, tout le monde a près de chez lui une association, une école d'art communale, un studio ou une salle de répétition. Depuis le début des années 70, tous les 10 ans à peu près, le ministère de la Culture réalise une enquête statistique qui met en lumière les pratiques artistiques amateurs de la population. Les derniers chiffres que nous avons datent de 2018. En 2018 donc, un quart des plus de 15 ans déclarent avoir une pratique artistique au moins une fois dans l'année, soit quasiment 12 millions de personnes. Depuis les années 70, la pratique amateur occupe une part importante des loisirs de la population française. Quasiment toutes générations et toutes catégories sociales confondues. Toutefois, une baisse semble s'amorcer à partir des années 2010. Les enfants sont très nombreux à pratiquer. Ils bénéficient d'une offre vaste sur les territoires et tout un tas de dispositifs institutionnels qui leur permettent de découvrir la pratique d'un art. À l'adolescence, le nombre d'artistes amateurs baisse un peu, excepté pour la musique. Puis il remonte après l'entrée dans la vie active et reste stable jusqu'à l'âge de la retraite dépassé. Aujourd'hui, entre 25 et plus de 60 ans, quasi une personne sur deux en France pratique une activité artistique ou culturelle. 20% des 25-39 ans, 19% des 40-59 ans et 15% des plus de 60 ans. De manière générale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à s'investir dans les activités artistiques dans le cadre de leurs loisirs. Elles sont par exemple 54% à pratiquer du théâtre, de l'écriture ou des arts plastiques. Et ce chiffre est encore plus important dans certains domaines des arts plastiques, notamment celui de la céramique. Les cours et ateliers de poterie, de sculpture ou de modelage sont remplis de femmes. À titre indicatif, mes cours à l'année sont composés à 87% de femmes. Des femmes qui travaillent ou des retraitées actives, issues majoritairement de classes sociales moyennes et aisées. Et oui, l'activité à l'année coûte plus cher que des cours de Zumba. Il faut prendre en considération les coûts du matériel ou de la cuisson par exemple. Chose intéressante que j'ai pu lire, c'est que la pratique de la céramique peut être considérée aujourd'hui comme une continuité de ce qu'on nommait autrefois les arts d'agrément, comme la musique, le dessin ou la peinture.
autrefois enseignée aux jeunes filles de bonne famille. Certes, aujourd'hui, la pratique d'un art en amateur s'est grandement démocratisée, mais elle est toujours perçue comme une activité occupationnelle acceptable pour des femmes bien sous tout rapport aux yeux de la société, des normes et des convenances. C'est pourquoi j'ai toujours plaisir à rencontrer ces dames au caractère délicieux et très agréable. Voici le témoignage d'Agnès qui nous raconte sa pratique à elle. Je m'appelle Agnès, j'ai 73 ans, je suis retraitée bien sûr. J'ai été enseignante et mère de 4 enfants. Ma grand-mère qui faisait de la broderie au fuseau, là, comme dentelle de Bruges, là, je la regardais, j'étais admirative. J'ai toujours eu besoin de faire travailler mes mains. Et j'étais dans une famille où il n'y avait pas beaucoup de sous. Et quand je voulais quelque chose, ma maman me disait, si tu le veux, fais-le. Alors mon père était garagiste, il était extrêmement manuel et il a aussi été autodidacte, il a fait son métier. Après la guerre, il avait perdu sa situation, 4 enfants. Du coup, il s'est lancé dans le métier de garagiste sans y connaître rien du tout. Donc voilà, c'est un truc de famille, ça. J'ai 2 filles qui sont, j'en ai 3 qui sont très manuelles, 4. Mon fils aîné aussi. En fait, je leur ai transmis le goût de fabriquer. Avec mon mari, on avait imaginé le tour de potier sur une vieille machine à coudre à pédale. Et mon mari avait fait les pièces. Bon, ça n'est jamais arrivé. Après, la vie a fait qu'on n'a pas le temps et qu'à 50 ans, tout d'un coup, je trouve un atelier de poterie. Et j'étais pré-retraitée et je me lance, voilà. Comment je me vois céramiste, alors tranquille, détente, repos, zen, que du plaisir. Pas du tout un concours, pas du tout un essai de super réussite. Si on a la réussite en plus, on est content, mais c'est pas le but. Un petit rendez-vous sympa. Radio papotage, c'est très agréable. Et en plus, pas de compétition, pas de challenge. On se communique les idées, on se donne des petits tuyaux, couleur d'émail, ceci. Enfin bon, tu vois, moi je mettrais une autre forme, plutôt je mettrais ça. Ça peut être des petites choses pour mettre dans les chambres de mes petits-enfants. Et puis ça peut être tout d'un coup un petit challenge, un vase un peu plus élaboré, une petite statue, ça c'est juste pour mon petit plaisir. C'est tout tranquille, chacun fait comme il sent. Et... Alors on n'a pas les mêmes idées, on discute de trucs, forcément il y a les élections, on discute de politique ou de tout ça. C'est tolérant. C'est tranquille, ce qui serait peut-être pas le cas dans des trucs exclusivement masculins, ou même ils n'oseraient même pas en parler. C'est un petit peu le dommage de l'histoire, parce qu'on en a vu un ou deux venir, et on dirait qu'ils sont un peu inquiets de se retrouver au milieu des femmes. Ou alors, il y a une telle connotation féminine dans la poterie, que du coup, ils viennent un petit peu, puis ils repartent. Et c'est pareil d'ailleurs en peinture, dans les ateliers de peinture, c'est essentiellement féminin. De temps en temps, on voit arriver un homme qu'on essaye de chouchouter du mieux qu'on peut, mais c'est pas évident de les accrocher pour longtemps, quoi. En peinture, il y en avait 2 qui étaient très accrochés, ça c'était bien. Mais en poterie, comme s'ils avaient peur de l'œil de l'autre. Que nous, on est un peu plus relax. On a l'habitude d'avoir loupé une sauce donc on se casse pas la tête, quoi. Tandis qu'ils sont obligés d'être dans l'excellence. Tandis que nous, on s'en fout, on parle et on dit ce qu'on pense, et c'est pas pour ça qu'on est jugé. Le jour où j'ai fait mes croix, la première fois que j'ai fait ça, il y a eu une espèce de vide artistique autour de moi. Je me suis dit, tiens donc. Et c'est pas grave parce que j'ai recommencé. Et finalement, ils ont trouvé ça très bien la deuxième fois.
Et ça ne veut pas dire que je suis une grenouille de bénitier, ça veut dire que mes petits-enfants, ils font leur communion, et ben finalement, ils vont mettre une petite croix dans leur chambre, et puis ils en font ce qu'ils veulent après. Bah écoute, moi, ce que je fais, c'est comme ça. La peinture, c'est comme ça. Et puis, je vais aussi à Pludual, où je fais du tricot. Et c'est très sympa parce que, en fait, les femmes, elles sont là aussi faire radio moquette et à faire notre truc. Et pendant ce temps-là, les hommes, ils jouent aux boules. Et à 4 heures, ils reviennent. Tout le monde revient et on goûte ensemble. Et ben, c'est sympa. Et si par hasard il pleut, et ben les hommes ils viennent jouer au bridge ou je ne sais quoi, poker, ce qu'ils veulent, à côté de nous. Et ils n'ont pas l'air d'être perturbés. Hein. Alors c'est vrai que je ne peux plus jardiner. Le jardin, c'est ça aussi. Je ne peux plus le faire. Et ben là, ça m'apporte... voilà, c'est comme si toucher la terre, tu retrouves des sensations et puis une espèce de... Bah oui, t'as pas besoin d'aller te faire masser, quoi. Hein? C'est bon, hein? À l'oreille des chevaux. Je l'ai vu, il passait au cinéma. J'ai vu, faut absolument que je rappelle. On peut aussi ajouter que la pratique d'une activité artistique est liée au diplôme et aux revenus. Les professions intellectuelles intermédiaires et supérieures sont de loin les plus nombreuses. Les employés et les ouvriers ne représentent que 19%. Comme dans toutes les pratiques culturelles d'ailleurs. Dans les ateliers de céramique, on retrouve une majorité de professions médicales ou d'enseignantes, en activité ou retraitées. Donc je m'appelle Anne, voilà, je suis professeure de sculpture depuis 2007. J'ai un parcours d'autodidacte, mais avec pas mal de formations. Et voilà, je suis avec des publics très très différents, des élèves adultes, enfants, des familles, des groupes constitués de toutes sortes. On a des ateliers qui accueillent du public régulier, qui viennent, qui sont habitués aux espaces qui leur sont proposés, qui vont être très autonomes dans l'espace et qui vont venir plus ou moins régulièrement. Donc, par exemple, tous les mercredis matins, qui vont avoir leurs habitudes pour s'installer, pour trouver leur matériel. Donc c'est vrai qu'il y a dans ce groupe, alors je pense à un groupe qui vient le samedi après-midi et samedi matin. Alors ce sont des réguliers, hein, et on va avoir, c'est vrai, des abonnés qui arrivent, qui s'installent, qui sont autonomes, qui vont chercher leurs affaires, leurs pièces, etc., qui vont nous parler de leur journée, éventuellement de ce qu'elles ont prévu dans le week-end. Et puis elles vont papoter entre elles ou pas. Et en fait, on a ces personnes, on se rend compte, si on écoute un petit peu, que ce sont des profils de personnes assez actives, plutôt des femmes, et qui font beaucoup de choses, qui n'ont pas que cette activité-là, qui aiment faire la cuisine, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent repartir ailleurs, juste après, qui sont toujours peut-être un petit peu pressées aussi. Et aussi, ce sont des personnes qui peuvent être assez bavards, qui vont beaucoup parler d'elles, qui vont parler de leur vie, qui vont parler de leur travail, et qui, des fois, se retrouvent avec une collègue, avec une amie. C'est le moment de parler de tout ça. Donc, on peut être intégré dans leur conversation. Donc, on a connaissance de tout ça. Donc plutôt, voilà, des actives, très actives même, je dirais. Puis alors, il y a aussi ceux qui prennent le temps, qui sont là pour prendre le temps, pour se faire plaisir, qui n'ont pas d'objectif de modelage, qui peuvent être plutôt en retraite, et qui veulent faire des choses pour elles au départ, et puis après, quand elles voient qu'elles sont à l'aise, elles vont avoir des commandes d'une copine, d'une autre copine, et puis elles voudront faire de la terre chez elles avec ces fameuses copines. Alors, il y a une proportion d'hommes, elle est très très mince, je ne sais pas combien. Sur presque 50-60 abonnés, il doit y avoir 5 ou 6 hommes. Alors, est-ce que cette activité autour du modelage... Alors, les hommes qui aiment faire le modelage, sans donner de prénom, il y a un monsieur qui vient le mercredi matin, il fait des pots à bonsaï à chaque fois. Il est passionné de jardinage, donc il fait quelque chose pour pouvoir l'associer à une autre passion.
Et il y a un autre monsieur qui vient et qui, lui, fait de la peinture. Et il fait des sculptures qui répondent à ces peintures, enfin, qui ont la même patte, un petit peu, quoi, la même facture, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est en association avec autre chose. C'est pas l'argile pour l'argile, il y a autre chose derrière. En tout cas, pour ces deux messieurs. C'est vrai que les retraités, je connais moins leur ancien travail. Peut-être que parce qu'elles viennent là comme retraitées et puis que le boulot, c'est fini, je ne sais pas. Donc, je connais un peu moins dans les retraités quelle était leur catégorie socio-professionnelle. Bon, ceux qui sont actifs aujourd'hui, bon, il y a des métiers libéraux, infirmières, éducateurs, éducatrices spécialisées, enseignants aussi, professeurs. Alors, c'est marrant, il y a aussi tout un petit ensemble aussi qui travaille dans des laboratoires, qui sont dans de l'analyse médicale. Est-ce que les femmes se rendent plus disponibles pour ça aussi? Ça peut être ça, je ne sais pas. Vraisemblablement, je crois que Forrest Gump, ça sort d'un bouquin aussi, moi que j'ai jamais lu. Certaines d'entre ces femmes sautent même le pas de se professionnaliser et de faire de leur loisir, mais surtout de leur passion, une source de revenus. Le cadre dans lequel elles ont pu créer est devenu suffisamment sécurisant et rassurant pour qu'elles se sentent légitimes à produire et montrer une œuvre. Comme si pouvoir s'exprimer seule, en autonomie, dégagé de toute contrainte familiale et matérielle, avait contribué à la construction de leur confiance en elles. La pratique de la céramique est pour ces personnes une manière de dévoiler leur personnalité et d'enrichir de 1000 petites choses essentielles à leur équilibre. Ressentir les émotions, apaiser les tensions, entrer en contact avec les autres et stimuler la créativité. Alors donc je suis Camille, j'ai 38 ans et je suis prof / sculpteur / auteur. Voilà, et parfois les trois à la fois. Déjà, moi je compartimente assez facilement dans ma tête, y compris pour être efficace, je trouve. C'est-à-dire par exemple, me dire bon, je consacre la matinée à l'écriture, puis l'après-midi je monte dans mon atelier. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas compartimenter complètement. Déjà parce qu'en fait parfois son réseau professionnel c'est le premier réseau vers lequel se tourner pour essayer de se faire connaître aussi en tant qu'artiste, mais j'ai franchement eu l'impression de faire mon coming out. Voilà, c'est vraiment c'est l'impression de révéler une facette de moi qui jusqu'ici était secrète. Et c'est encore pire avec le côté auteur, j'ai envie de dire. Donc ouais, moi j'aurais bien aimé avoir le droit d'être plusieurs personnes différentes et séparées les unes des autres. Mais on n'a pas le droit d'être schizophrène professionnel, donc donc du coup j'essaye voilà, d'en parler un peu, mais encore une fois je voudrais assez que les œuvres puissent être prises, décrochées de leur auteur. Et ouais, j'ai un peu de mal avec ce côté. On me dit qu'il faudrait que je m'expose finalement beaucoup plus pour attirer l'attention sur ce que je fais, sur les réseaux sociaux par exemple, et je ne suis pas du tout à l'aise avec cet aspect-là. Et je pense que c'est une des raisons qui font que je ne suis pas prête de lâcher mon emploi salarié, c'est que ça m'offre aussi la liberté de ne créer que si j'ai envie de créer. Voilà, je n'ai pas de pression, comment dire, économique à produire. Donc je peux vraiment être libre de, là c'est ça que j'ai envie de dire, et puis là j'ai rien à dire, donc j'attends. Et donc, ouais, je pense que je me vois pas du tout, en tout cas, pas avant très long terme, lâcher l'emploi salarié pour être plus que artiste-auteur. Je pense que je suis efficace aussi parce que je compartimente beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis à mon boulot, je suis vraiment 100% à mon boulot. Je suis pas en train de penser ni sculpture, ni écriture, ni rien du tout. Et en même temps, là, cette année, alors c'est la première année que j'ai réussi à obtenir ça, mais j'ai un jour entier où je suis pas au boulot, où ma fille est à l'école, où mon homme est à son boulot. Et cette journée-là, voilà, c'est vraiment important. Et c'est le matin, j'écris de 9h10 quand je reviens d'avoir amené la petite à l'école jusqu'à 13h généralement, voilà, j'écris. Après je me laisse une pause pour manger, pour justement changer de casquette, et puis l'après-midi je vais dans mon atelier.
jusqu'à ce qu'elle rentre de l'école. Et après, après je suis maman jusqu'à... Voilà, c'est compartimenté et moi, ça me convient bien comme ça, en fait. Je trouve ça plus difficile de... par exemple, pendant les vacances, je peux pas écrire. Parce que pour écrire, j'ai besoin vraiment d'être complètement toute seule. Je peux faire, voilà, si j'ai une pièce qui est quasiment faite, je peux faire du polissage ou la maquiller, puisque c'est comme ça que je patine mes sculptures, mais je peux pas, le processus créatif, c'est généralement toute seule, ou tard le soir, ou la nuit. Je dors pas beaucoup aussi. Ça c'est un critère à prendre en compte. Comment on fait pour jongler avec tout? On dort pas. Ça marche bien. Alors, l'atelier, ça a été un combat hein, pour l'avoir, pour qu'il ne soit pas aussi chambre d'amis, cagibi de rangement, voilà. Donc, je suis devenue un peu féroce, donc ça va, du coup. Bon, sauf pour ma fille qui aime bien squatter. C'est aussi une pièce qui a un statut un peu à part dans la maison, dans la mesure où j'ai dit, les hommes et les enfants sont les bienvenus à condition qu'ils ne laissent rien à eux traîner. Voilà. Et donc c'est un petit peu... parfois c'est la pièce la mieux rangée de la maison, parce que c'est la pièce qui est sous contrôle. Voilà. Et, ça aussi, ça fait du bien. Sinon, non, globalement... Bon, après, pour l'écriture, c'est un tout petit peu plus compliqué, dans le sens où en fait, j'ai pas de bureau. Donc mon bureau, c'est le bureau de mon homme, que j'utilise quand il n'est pas là. Donc de toute façon, l'écriture, c'est quelque chose que je fais quand il n'est pas là. J'ai envie de dire qu'il reste très... je discute assez peu finalement de mes créations, aussi bien littéraires qu'artistiques. Voilà. Il voit les produits finis. Il m'encourage en ayant souvent l'impression que je me disperse. C'est-à-dire que justement, il a du mal à comprendre que je ne me... Enfin, il trouve que ce que je fais est bien, mais donc il ne comprend pas pourquoi je ne vais pas me consacrer à une chose. Il dit, puisque tu as fait bien, si tu t'y consacrais, tu la ferais encore mieux, ça marcherait mieux. Et voilà, je pense qu'il a du mal à comprendre le côté... non, en fait, j'ai toutes ces envies-là, tous ces besoins-là, et du coup, je les fais tous. Je suis un petit peu comme Antigone à ce niveau-là, choisir c'est renoncer, et je veux pas renoncer, donc je veux pas choisir, donc je fais tout. Et tant pis si je dors pas beaucoup. Mes parents n'étaient pas très films, je dors pas vraiment non plus, en fait, je suis toute seule à regarder. Au final, le point commun de ces histoires, c'est le choix fait par ces femmes. Celui de s'accorder un espace rien qu'à elles. Que ce soit par défi ou concession, loin du tracas matériel et familial ou toute autre charge mentale. Ce moment qu'elles créent est une petite bulle apaisante dans laquelle elles peuvent librement penser et créer. Dans son essai « Une chambre à soi », Virginia Woolf dit « L'art de la création exige la liberté et la paix ». Merci à Agnès, Anne et Camille pour leur témoignage. Un grand merci à Swazik, Sarah, Marianne et Maureen pour leur retour constructif et encouragement toujours hyper motivant. Et une dernière petite dédicace aux élèves et abonnés qui me font confiance, certains depuis presque une décennie et demie. Merci à vous. Et sinon, on n'oublie pas de s'abonner et de laisser un gentil commentaire sur les applis, ça m'aide beaucoup. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.